Réflexion. Culturelle 7. Culture et bien-être physico-mental. 1. La procrastination. Historique, prétempérante. La juste quête du bien-être et de la paix, que suppose de fait toute sensation de bonheur individuel ou collectif, semble être la finalité terrestre la plus positive qui soit. La boussole du progrès, dont l'aiguille indique toujours plus ou moins le nord magnétique, non sans osciller très largement de part et d'autre de cet équilibre idéal, tant elle s'avère sensible aux moindres secousses de notre démarche de bipède. Dès lors que tout mouvement implique une forme de déséquilibre, il n'est guère surprenant que ladite aiguille balance de gauche à droite et vice-versa, dans les divers sens culturels de cette image directionnelle. Mais tout est une question de proportion en matière de dérive, à la façon d'un voilier qui ne saurait progresser en deçà du cap minimal nécessaire au moindre louvoyage. De ce point de vue, les aires prétempérantes se caractérisent par des excès d'amplitude aux effets régressifs tôt ou tard inévitables, au point de faire perdre le nord du bon sens commun aux civilisations les plus élaborées, pour les raisons politiques et socio-économiques listées dans les livres 1 et 2 des Tempérants, suscitant des effondrements de plus en plus spectaculaires au fil d'un progrès technique déconnecté de sa cohérence universelle vitale. Précisément, on sait déjà que la seule et unique façon d'humaniser cette déroute navigante consiste à limiter les déséquilibres dynamiques aux surfaces externes des futures pyramides sociétales, en assurant, grâce à la partition-répartition biéconomique et à sa garantie citoyenne, les macro-équilibres sociétaux vitaux propres à établir et pérenniser la justice et la paix. Les zigzags du louvoyage s'en trouveront aussitôt réduits au strict minimum indispensable au plaisir de la navigation, optimisant ainsi la progression de la civilisation en termes de ressources et d'énergie tant humaines qu'environnementales. En contexte de monosystème socio-économique insuffisamment démocratique, tout se passe comme si la société remettait toujours à plus tard la jouissance des fruits de ses progrès matériels et culturels. Du moins, pour l'écrasante majorité de ses citoyens, faute d'avoir compris et su mesurer avec justesse l'intérêt commun de la paix et de la justice, en conciliant les qualités individuelles et collectives propres à notre nature humaine. Il en résulte l'aliénation que l'on sait, à l'image de citoyens condamnés à vivre pour travailler ou survivre dans une forme ou une autre de déchéance, en constante situation de précarité concurrentielle, les plus actifs accumulant des moyens dépourvus de finalité heureuse, faute de temps, tandis que les exclus et autres déclassés se multiplient au point de faire basculer la balance sociétale, en réaction aux excès de premier de cordée dont le nombril est devenu la boussole et le nord. En remettant au calende grec le partage minimal de la partition-répartition, faute de conscience bi-économique et de démocratie à la fois politique et socio-économique, la société tout entière se prive du véritable bonheur individuel et collectif inconsciemment visé par tout processus d'humanisation positive, ce qui se paie périodiquement au prix le plus fort de violences constamment aggravées par des moyens technologiques accrus. Pour autant, l'objectif d'un bien-être incluant un minimum évolutif de confort et une conscience heureuse semble bien définir l'essentiel de l'évolution humaine, bon gré, mal gré, et la phase culturelle participe pleinement au progrès correspondant, à la fois comme résultat plus ou moins improvisé de comportements encore trop partiellement humains, et en tant que vecteur pouvant nous orienter vers un mieux-être, tant individuel que sociétal, dans le meilleur des cas. La dimension culturelle, comprise comme inséparable des trois autres faces pyramidales, et à l'instar de l'éducation qui en fait partie, semble le plus souvent résulter d'une évolution socio-économique, au départ dictée par des conditions naturelles très locales, d'ordre géographique, géologique ou climatique, puisque le propre de chaque société humaine élaborée est de ressentir un besoin irrépressible d'aménager son environnement et d'augmenter son confort et son bien-être en fonction de ses ressources. Le bien-être matériel et sociétal, dans ses dimensions morales, psychologiques et spirituelles, peut en grande partie se mesurer à l'aune de nos savoirs, définissant un certain degré de développement culturel, indépendamment des formes et autres supports résultant de conditions extérieures aux êtres humains, en particulier environnementales. En réservant les aspects proprement moraux, philosophiques ou religieux du bien-être pour une analyse ultérieure au sein de ce livre 3, il est possible de définir plus simplement le bonheur, au moins en tant que prise de conscience d'un vécu maximisant l'épanouissement de chaque citoyen
compte tenu de ses propres potentialités innées, de ses capacités acquises et plus encore des conditions sociétales du moment. Pour tout être unique et corps physique individuel, le bien-être dépend de la santé, laquelle est censée se constituer et se maintenir via une alimentation et un mode de vie compatible avec l'équilibre corporel. Idéalement, un confort matériel minimal est censé rendre la vie pratique plus facile, afin d'économiser les contraintes des efforts les plus répétitifs, en permettant de s'adonner à d'autres activités, voire à des loisirs. Ces besoins pour le moins basiques se doublent de leur dimension sociétale inévitable, par laquelle chacun, en tant que membre d'une communauté ou citoyen, ne peut ressentir un bien-être équilibré qu'en fonction des autres, ce qui suppose précisément la juste partition-répartition bi-économique et son minimum-maximum, seule façon de pacifier le couple individu-société et de définir dans leurs proportions objectives uniques les termes d'égalité, de liberté et de responsabilité, l'ensemble de ces trois valeurs suprêmes aboutissant à la fraternité, autrement dit, la paix de la justice. De tout cela résulte un bien-être psychologiquement ressenti et intellectualisé sous forme de culture, tandis qu'à l'échelon individuel, la sensation de bonheur qui en découle correspond à la conscience de vivre au plus près de son maximum de potentialité, de se réaliser en ajoutant sa pierre à la construction d'une évolution commune, seule façon de gagner en même temps sa propre estime et la dignité sociétale la plus complète. Dans son acception sans doute la plus noble, la culture équivaut à une forme ou une autre de conscientisation d'un bien-être aussi intégral et authentique que possible, une élévation constante de l'âme et de l'esprit qui fonde chaque processus d'humanisation, en particulier via le dépassement des nécessités physiques, matérielles et organisationnelles de la vie terrestre, que cette dernière soit individuelle ou collective. Cela s'accomplit par la connaissance et les progrès positifs que cette dernière autorise, c'est-à-dire tous ceux qui vont résolument dans le sens de la vie, de son respect et de son émancipation assumée, pour peu qu'un cadre bi-économique et démocratique assainisse la société de tous ses excès mortifères et mal intentionnés, de ses comportements plus ou moins bestiaux dictés par l'instinct face à des conditions historiques incomprises, ce qui résume le bel enjeu des présentes réflexions. Le but théorique ou inconscient de tout développement sociétal est d'améliorer les conditions de vie humaines, dans le respect vital de la nature et de ses ressources aussi précieuses que limitées à l'échelon planétaire, de se libérer de conditions matérielles ressenties comme des contraintes pour développer peu à peu des activités et des biens et services de plus en plus immatériels, propres à conscientiser toujours plus la sensation d'un accomplissement approchant une sereine plénitude, ce qui suppose aussi la libération d'un temps et d'un rythme appropriés. La culture est certes présente à tous les étages de ce processus, mais se développe et s'enrichit d'autant plus qu'elle s'émancipe de la matérialité, tandis qu'à chaque étage supérieur, elle peut se contenter de temps en lieu et place de l'argent, à l'image de la lecture d'un roman ou de l'écoute d'une sonate, dont les valeurs marchandes sont devenues le plus souvent insignifiantes. Cela dit, l'histoire semble démontrer que cette évolution culturelle des sociétés les plus développées doit aboutir à un équilibre quasi bisphérique entre le matériel et le culturel, à l'instar des deux domaines sociétaux, afin de procurer à chaque être humain une double jouissance utilitaire et spirituelle, ou physique et mentale, pour étancher, via le développement des 5 sens usuels, et plus encore de l'esprit et de la raison, la soif d'une conscientisation aussi lucide que possible. Il va de soi que cet idéal suppose un cadre de vie sociétalement pacifié, ce qui ne saurait s'obtenir hors le délodisme bi-économique, sans quoi le règne de la violence concurrentielle vitale pollue les rapports humains en gaspillant autant de temps que d'argent, alors même que la moindre conscience et le moindre bon sens dérivent d'un rythme ou d'un tempo propice à une réflexion minimale. C'est ce que des millions de Français actifs ont compris en relevant la tête du guidon à l'occasion de la crise du Covid-19, au point de ne plus être motivés par un travail devenu aliénant et littéralement insensé depuis la mondialisation. Or, le dilemme de cette aliénation et de cette perte de sens, tant individuelle que collective, tient tout entier dans la démonstration tempérante, dans la mesure où seule la partition-répartition bi-économique pourra libérer chaque être humain en lui procurant autant de temps que d'argent, via les droits et devoirs de la garantie citoyenne,
permettant ainsi à toutes les sociétés humaines de capitaliser sous forme de temps libre et de paix sociale les innombrables fruits des progrès passés, présents et à venir, réduisant d'autant la surchauffe inutile d'une surcroissance aussi injuste qu'excessive. Le degré d'aberration atteint par la mondialisation financiarisée et les risques écologiques stupidement encourus ne laissent plus aucun choix ni délai pour enfin transformer cette procrastination mortifère en un partage aussi légitimement équitable que scientifiquement rationnel. Et la pleine disponibilité des solutions tempérantes ici exposées ne fait que correspondre aux besoins planétaires du moment, ce qui est tout sauf un hasard, tant il est vrai que c'est l'apparition d'un problème qui suscite la recherche, puis la découverte de sa solution, à condition d'en bien comprendre l'énoncé. C'est donc bien le monosystémisme confus et pseudo-démocratique qui bloque la mutation d'une saine croissance en progrès humain, suscitant simultanément la surchauffe chronique de la première et la régression explosive du second, ce qui se traduit sur le plan culturel par la violence croissante des formes et des contenus de l'expression, de la consommation et des comportements, tandis que le noble objectif d'un mieux-être individuel et partagé, ou d'une certaine forme de paradis terrestre, s'en trouve continuellement retardé. La richesse et la supériorité objective d'une culture dépendent donc de sa capacité à émanciper et élever toutes les consciences individuelles qui la composent en direction des valeurs universelles de la paix, du civisme et plus encore de la tempérance dans le quadruple sens pyramidal des droits et devoirs politiques, socio-économiques et culturels exposés au travers de ces réflexions. Sans un minimum de conscientisation, on peut exister sans être, du moins au sens complet et humain de ce beau verbe, tandis qu'à contrario, tout bien-être ressenti, aussi subjectif qu'il puisse sembler, permet de finaliser les étages complémentaires de la vie à la manière d'une superbe toiture couronnant une solide construction. Cela revient à dire que, indépendamment de toute finalité philosophique ou religieuse éventuelle, la culture du bien-être individuel et sociétal donne déjà sens à l'existence, au point que l'histoire finit toujours par retenir et transmettre à long terme les progrès et innovations allant dans cette unique direction, en dépit des effondrements périodiques et de la contre-culture dérivant de notre part d'inhumanité. Après tout, puisque cultiver suppose de faire croître quelques végétales supposées utiles, ou à tout le moins décoratifs, la culture objectivement authentique est uniquement celle qui peut rendre plus humain et plus tempérant, à l'inverse de tout ce qui divise par quelque forme de violence individuelle ou systémique que ce soit, tandis que la positivité de ladite culture apparaît sitôt qu'elle s'émancipe créativement de la simple réaction aux violences induites par une condition historique jusqu'à ce jour incomprise. La recherche d'un bien-être toujours inaccompli s'exprime donc à travers un enrichissement culturel permanent, sans cesse relativisé par les contradictions individuelles et systémiques de notre double nature, tout en prenant corps dans la condition physique et mentale de chaque citoyen, en particulier via le sport, le jeu et les loisirs, dont il faut aussi souligner l'importance à ce stade des réflexions tempérantes. 2. Corps individuels et bien-être physique. Parler de bien-être physique, c'est déjà admettre que le mental ou le moral est tout autant concerné, puisque le corps et le cerveau ne sauraient être déconnectés l'un de l'autre sans porter préjudice à l'unité du moindre individu. Le premier étage de toute satisfaction, un tant soit peu conscientisé, est donc celui de la santé physique, ou à minima de l'absence de douleur, ne serait-ce que par l'oubli et l'habitude lorsque cette dernière est supportable. Sauf accident ou autre malchance innée, la santé, dépendant elle-même en très grande partie de l'alimentation, du mode de vie et du niveau de vie, constitue le tout premier bien-être et devrait pouvoir s'entretenir aussi longtemps que possible au travers des actions et dépenses physiques de la vie quotidienne, ce qui est très loin d'être le cas sitôt qu'une société se développe et s'urbanise, et lorsque les conditions de travail suscitent une fatigue physique, intellectuelle ou nerveuse imposée par autrui sur un rythme interdisant une récupération suffisante, le tout aggravé à d'autres moments par l'effet ramollissant d'un confort à double tranchant. Ainsi, le contexte socio-économique et culturel de la moindre société détermine en grande partie les moyens de survie physique et les dépenses corporelles propres à chaque catégorie de citoyens, induisant des conséquences avérées
sur les différences tant physiologiques que sanitaires, observables entre les classes sociales ou CSP, et ce, indépendamment des conditions géographiques, géologiques et surtout climatiques propres à chaque région. À ces contraintes socio-économiques d'ordre purement utilitaire s'ajoutent toutes les traditions symboliques, religieuses ou culturelles, surdéterminant l'apparence du corps humain, que cela soit par le biais de tatouages, de scarification ou d'intégration de bijoux, sans oublier les traditions vestimentaires, en tant que signe d'appartenance à telle ou telle communauté. Quelle que soit la société considérée et son niveau d'évolution historique, l'attention au corps fait partie des priorités vitales, en tant que condition première de pérennisation d'un peuple, à travers l'hygiène corporelle et surtout le sexe et la reproduction, selon les comportements déjà observables dans la plupart des communautés animales, ce que confirme la psychologie depuis Edmund Freud s'agissant des humains, en soulignant l'importance primordiale de cette fonction basique dans l'inconscient de tout un chacun. Force est de constater qu'une activité sexuelle minimale contribue bel et bien à l'épanouissement physique et mental de la plupart des humains, bien au-delà du moindre souci de reproduction de l'espèce, tout en reconnaissant que plus une société se développe en multipliant les centres d'intérêt de chacun, moins il reste de temps et d'énergie disponibles pour ce sport si particulier. Il n'en reste pas moins que la dimension sexuelle semble mériter une place fondamentale dans chaque société, servant de base à diverses formes de traditions et de principales préoccupations sociétales en matière de mœurs, selon l'éthique ou la morale, religieuse ou non en vigueur. À l'instar de la plupart des animaux, l'espèce humaine est naturellement contrainte par les conditions pratiques d'une activité sexuelle, impliquant normalement deux êtres complémentaires, mâle et femelle, ou homme et femme, ce qui n'empêche aucunement cette règle de se voir confirmée par une proportion minimale d'exceptions via l'homosexualité ou autre transsexualité, entre autres choses. De fait, toutes les sociétés, humaines comme animales, savent d'instinct que leur survie et leur expansion démographique éventuelle dépendent de la même loi physiologique imparable ou naturelle, et en cela indépendante de la moindre invention culturelle, y compris concernant l'évitement de l'inceste ou des rapports entre parents trop proches, en raison des dégénérescences génétiques et de l'affaiblissement physiologique que de telles relations entraînent, et ce, indépendamment de toute interprétation morale. Rien n'interdit pour autant, physiquement, n'importe quelle autre forme de pratique sexuelle, dès lors techniquement dépourvue d'effets procréatifs, sachant toutefois que, sauf à remettre en cause la pérennité de l'espèce, il ne peut s'agir là que d'exceptions dont l'aspect minoritaire mérite une neutre tolérance, s'agissant de la vie privée de chacun dans le respect de la loi commune, et uniquement entre adultes consentants. En toute objectivité résolument universaliste, force est de constater ici l'existence de ces exceptions de ressenti ou de comportement sexuel, et ce, semble-t-il, quelle que soit l'époque, le lieu et le peuple concerné. S'il est vrai qu'en principe, l'acte sexuel implique techniquement l'intimité de deux personnes ou partenaires volontaires, avec ou sans amour sentimentalement ressenti ou exprimé, cette dimension physique de l'humanité est aussi la source de maints fantasmes et dérèglements comportementaux, de très nombreux abus de pouvoir sexistes et autres violences incluant jusqu'aux crimes de pédophilie, de viol, ainsi que de proxénétisme, tandis qu'une réelle obsession collective semble en faire une idée fixe en tant que summum de l'épanouissement individuel, par le biais de l'art, des médias, de l'humour ou des statistiques, dans des proportions sans commune mesure avec la réalité quotidienne de l'écrasante majorité des citoyens en la matière. Il est par ailleurs assez révélateur d'observer qu'en France, par exemple, et malgré la libération totale des mœurs sexuelles depuis 1968, le sexe reste encore un sujet tout aussi brûlant, excitant et obsédant que lorsque le mot lui-même était tabou, preuve plutôt paradoxale que cette dimension de notre humanité gagnerait sans doute à rester dans la sphère du privé et de l'intime, au lieu de se voir trop souvent surreprésentée et caricaturée. En raison de la loi naturelle régissant la reproduction de l'espèce humaine et de l'intimité duale qui seule permet de faire l'amour au sens complet de cette expression, la plupart des communautés ont été tentées d'ériger le couple hétérosexuel en principe moral et vital, en structure de base de l'édifice sociétal, considérant de facto l'homosexualité comme une anomalie,
un accident marginal, risquant de mettre en péril l'avenir de tous, jusqu'au point de réprimer violemment cette pratique sexuelle minoritaire, codifiant ainsi une morale religieuse ou laïque selon le cas, tandis que certaines sociétés plus tolérantes, à l'instar des Grecs ou des Romains, pouvaient inclure ces mêmes exceptions au sein de leurs us et coutumes. En réalité, et quel que soit le contexte puritain ou laxiste des sociétés humaines, l'histoire montre que toutes les pratiques sexuelles atypiques cohabitent plus ou moins discrètement et hypocritement avec la norme naturelle, y compris parmi les religieux ou philosophes les plus moralisateurs, tant il est vrai que l'excès d'interdits proclamés peut cacher une obsession paradoxale envers le sexe. Il n'est aucun besoin de juger quelques pratiques consenties, que ce soit pour reconnaître qu'en tout état de cause, la sexualité fait partie intégrante de notre nature humaine dans ses ressorts vitaux les plus primaires ou reptiliens, sachant qu'au fil des développements sociétaux et culturels de chaque communauté, cette dimension s'enrichit de formes supérieures de jouissance, tant physiques que psychologiques, jusqu'à l'esthétisme et l'exacerbation des sens que peut procurer un dosage approprié d'érotisme, a fortiori dès lors qu'un sentiment amoureux et réciproque suscite cette interaction physique. Enfin, après l'intégrité physiologique que procure la santé d'un corps humain en bon état de fonctionnement et l'usage sexuel de cette extraordinaire machine à ressentir un bien-être qui paraît trop souvent aller de soi, le troisième élément principal de l'épanouissement humain dans sa dimension corporelle n'est autre que le sport, l'activité délibérée, si justement nommée culture physique, indépendamment de la fatigue imposée par les nécessités du travail et des tâches quotidiennes. Il s'agit là, en réalité, de toute activité musculaire ludique rendue possible grâce au temps libre et ses loisirs, dans le but de se faire du bien, de maintenir et surtout développer ses ressources musculaires, nerveuses et physico-mentales, incluant accessoirement l'amélioration des qualités d'adresse et d'équilibre. Toute chose qui constitue une des plus saines façons de se dépasser en solo, voire de se stimuler à plusieurs via le jeu ou la compétition. Dans la limite d'un temps libre encore tout relatif, et en raison de l'absence de dépenses physiques caractéristiques de la plupart des modes de vie d'aujourd'hui, le sport est devenu indispensable pour un nombre croissant de citoyens, ne serait-ce qu'en tant que moyen de supporter les multiples contraintes de la vie professionnelle et familiale, de compléter sa sociabilité de façon ludique, voire de gommer ou prévenir les risques physiologiques d'une alimentation rarement équilibrée en écrémant la graisse de ses muscles. Le bien-être ressenti aussitôt l'effort accompli fait partie d'un besoin récurrent, le plus souvent sur la base d'un rythme hebdomadaire, propre à servir de repère et d'exutoire appréciable dans la vie de chacun, tandis que la part accrue des activités correspondantes au sein des sociétés modernes constitue bel et bien un développement en tout point culturel permettant de se sentir maître de soi, de se défouler émotionnellement et de développer une authentique solidarité en cas de pratique d'un sport d'équipe. Si, malgré l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, ces trois paramètres de l'épanouissement physique individuel viennent d'être ici rappelés, c'est pour mieux apprécier les effets de l'actuelle décadence monosystémique et pseudo-démocratique sur l'intégrité et le bien-être corporel auquel chaque citoyen a légitimement droit, avant d'inférer en toute logique les multiples avantages que l'avènement du délodisme bi-économique devrait promettre en la matière. Quel changement faut-il attendre de l'évolution tempérante à venir en ce qui concerne la santé physique du citoyen lambda, les mœurs sexuelles et leur représentation sociétale, ainsi que les conditions de la pratique sportive des amateurs et des professionnels? Sans s'obliger pour autant à tout prévoir dans ces pages, ni prétendre dicter l'avenir majoritaire dans ces trop nombreux domaines de réflexion, il paraît ici possible de souligner quelques traits majeurs suffisamment probants pour valoir un détour réflexif, sachant que la paix et la justice, qui caractériseront l'ère historique tempérante, ne pourront que se traduire sous forme de mieux-être corporel et physico-mental, à l'échelon de chaque citoyen, à défaut d'un bien-être absolu, par définition toujours tendanciel et évolutif. 3. De la récupération au développement physico-mental. S'agissant de santé et d'hygiène de vie, dans le noble objectif de se sentir aussi bien dans ses baskets que dans sa tête, chaque citoyen se trouve de facto influencé par son environnement sociétal, de façon très concrète via l'alimentation
et tous les autres aspects de son mode de vie, en particulier professionnel, comme de façon plus subtile au gré des modes et injonctions culturelles distillées par diverses sortes de médias, assimilables à un marketing implicite plus encore qu'explicite, sans même compter les tabous, rites ou commandements religieux et leurs effets, hélas, trop souvent sclérosants sur la conscience corporelle, voire carrément dégradants envers l'intégrité physique. Déboussolé par les conséquences contradictoires de la marchandisation croissante du corps humain et de son apparence, contraint à mains excès par la dégradation de la qualité de sa vie et de sa santé sous l'effet de l'urbanisation et de l'accélération déshumanisante du rythme de vie optimal, et plus encore guidé malgré lui par les exemples trompeurs de premiers de cordée en tout genre, le citoyen d'aujourd'hui exprime, à travers ses soucis et ses comportements corporels, toutes les limites d'un monosystème de plus en plus contre-productif en la matière. Qu'il s'agisse de la pollution des environnements ruraux ou urbains, de l'empoisonnement insidieux de consommateurs devenus dépendants de l'industrie alimentaire et de sa cuisine chimique à base de produits agricoles transgéniques bourrés de pesticides et autres conservateurs, de l'épuisement tant physique que nerveux engendré par la dégradation des conditions de travail et la perte de sens des efforts quotidiens, ou de la réelle précarisation de la plupart des citoyens face à l'avenir, le constat, déjà largement établi au travers des livres 1 et 2 des Tempérants, atteste la décadence sociétale et la destruction pyramidale correspondante, puisque le système ultralibéral et mondialiste a définitivement atteint et dépassé le point de non-retour conditionnant son équilibre minimal, en devenant néfaste pour la quasi-totalité des citoyens, précisément parce que tous les progrès accomplis, malgré leur relative démocratisation, sont cancérisés par l'injustice. Les conséquences de cette régression sociétale sont visibles, tant individuellement que du point de vue statistique, et quel que soit le pays riche ou pauvre concerné, se comptant en milliards de vies gâchées par la malnutrition ou la malbouffe, l'épuisement physique et précoce au travail, la dépression due au burn-out des actifs ou le désœuvrement des exclus détruits par l'assistanat, la réduction de l'espérance de vie pour cause de diabète et maladies cardiovasculaires, l'addiction multiforme au sucre, aux graisses, à l'alcool, au tabac et à maintes autres drogues encore plus nocives et la disproportion des cas de cancer et des besoins d'assistance psychologique ou psychiatrique, induisant chaque année un nombre croissant de citoyens littéralement cassés par la vie, brisés dans leur destin et leur potentialité, empêchés de prendre soin d'eux-mêmes faute de temps ou d'argent, à l'instar des sans-dents moqués par un ancien président français prétendument socialiste. Il suffit désormais de se promener en ville, voire à travers nombre de territoires et quartiers périphériques, pour mesurer l'ampleur du désastre humain actuel sur les corps et les comportements, à la façon d'une sourde mutilation sociétale multipliant des êtres humains dégradés en zombies, comme aux pires périodes de l'histoire médiévale. La résurgence de nombreux problèmes sanitaires précédemment résolus, la dégradation de l'hygiène en raison de logements insalubres, tout comme la tolérance indifférente face à la mendicité et aux menues incivilités qui l'accompagnent, complète le tableau d'une œuvre collective ratée par la maladresse égoïste d'artistes leaders minoritaires dont les goûts douteux dégénèrent en proportion directe de leur abandon des couleurs primaires, jusqu'au noir absolu du suicide collectif. Le pendant de cette évolution à rebours de toute cohérence n'est autre que l'excessive marchandisation du corps, des soins qu'il suppose et de son apparence, à l'image d'une industrie cosmétique exacerbant la sophistication du look, dans le but de vendre et rendre indispensables 1000 déclinaisons lucratives des produits sanitaires les plus simples qui soient, ou pire, des produits de synthèse aux effets addictifs ruineux. Ainsi contraints et trompés par un incessant bombardement médiatique et publicitaire, les citoyens qui restent dans la course consomment force crème, huile et autres essences supposées contrecarrer les effets d'un mode de vie à l'envers du bon sens, comme pour sauver les apparences, à l'instar des nobles Versaillais qui se poudraient et se parfumaient faute de se laver. Ni l'hygiène, ni le juste besoin de prendre soin de soi ne sont ici remis en cause, mais l'abus d'exigences surfaites et l'obligation subséquente de surconsommer traduisent le dépassement inutile d'un équilibre qui serait à coup sûr plus bénéfique en termes de bien-être.
sans compter la perte de temps abusive impliquée par l'excès d'artifice en la matière, les dépenses induites qui peuvent nuire à d'autres priorités plus pertinentes, y compris dans l'intérêt du corps que l'on se plaît à bichonner, ou le gâchis écologique que favorise la complexification des recettes, la dispersion mondiale des productions et la multiplication des emballages. C'est ainsi que la très grande majorité des citoyens se trouvent malmenés, même en ayant l'impression de se faire du bien, en sauvant vainement les apparences d'une condition physique et psychique de plus en plus relative et délabrée, et ce, en raison même des conditions sociétales de la vie quotidienne, tandis que seuls les consommateurs conscients et fortunés peuvent s'offrir le luxe d'une santé plus durable, modérément entretenue par des produits d'hygiène naturelle ou bio, non sans se faire inévitablement accaparer par un marché réservé tout aussi lucratif, brouillant allègrement la frontière entre les besoins cosmétiques et paramédicaux. Les excès de narcissisme corporel qui en découlent ne font après tout que répondre aux injonctions d'une société d'autant plus factice qu'elle devient plus exclusivement individualiste. Au vu de cette réalité sociétale touchante au corps humain et de ces tendances systémiques précarisant autant les santés individuelles que l'avenir de la planète, il est aisé de comprendre à quel point la partition-répartition biéconomique favorisera le rééquilibrage des comportements en même temps que la préservation de la condition physique de chacun pour un bien-être largement supérieur, aussi réel que ressenti. De fait, la disparition du stress vital ou existentiel et la libération universelle de la moitié du temps de vie de chaque citoyen supprimeront les véritables causes de toute détérioration physique, nerveuse ou mentale socialement indue, interdisant l'aliénation actuelle du tout ou rien, ce qui aura pour effet de permettre la traduction du mieux-être de chacun à travers son corps, en particulier via le retour à une échelle de vie localement sensée et un rythme ou mode de vie enfin choisi et dès lors ralenti à sa juste pulsation. C'est ainsi que l'existence quotidienne des citoyens deviendra quasi spontanément la meilleure garantie de leur équilibre physique et mental, en évitant les effets nocifs d'une fatigue abusive et d'un rythme stressant, d'une vie de bout en bout subie dont l'inquiétude sous-jacente ouvre la porte à tous les dérèglements organiques et comportementaux. La pacification des rapports sociaux et la libre maîtrise du temps personnel ou partagé au-delà des obligations citoyennes minimales de la garantie universelle transformeront peu à peu les loisirs vains et passifs de la consommation en activités choisies et épanouissantes, d'une nature et d'un rythme propre à ne plus jamais harasser ni le corps ni l'esprit, évitant ainsi toute accumulation nocive de stress ou de frustration et permettant à chacun de mixer à son gré un équilibre personnalisé entre les dépenses mentales et physiques, au point de ne plus avoir besoin de défoulements pathologiquement révélateurs, ni de dopants artificiels ou autres addictions alimentaires, dont tout abus quantitatif équivaut, sinon à un poison mortel, du moins à une détérioration sensible et parfois irréversible de la condition physique et de l'équilibre psychologique. L'alimentation, plus que jamais choisie grâce au temps et au rythme approprié du discernement, ne sera plus dictée par les supermarchés sur la base de l'achat impulsif, émancipant les citoyens de demain en les responsabilisant dans l'intérêt enfin bien compris de leur propre santé. Autant dire qu'un tel mode de vie ne pourra que favoriser le bon fonctionnement des corps individuels constituant le corps social, non seulement en rétablissant la santé encore récupérable de la plupart des victimes sociétales d'aujourd'hui, mais plus encore en entraînant l'amélioration constante et générale de la condition physique et mentale de la quasi-totalité de la population, à chaque nouvelle génération, autre façon, plus naturelle que les rêves bioniques, d'aboutir à une humanité augmentée par la justice et la paix. Le bien-être individuel du corps et de sa part d'esprit ou de sérénité mentale dépend donc de la résolution de l'équation collective, faute de quoi aucun progrès technique, aucune croissance économique ne peut éviter une forme ou une autre de suicide sociétal physiquement observable en termes de dégradation sanitaire majoritaire, chaque fois que les tares de quelque injustice systémique font basculer l'édifice bancal dans la crise de ses propres contradictions. Enfin, outre le mode de vie, un niveau de vie suffisant reste bien sûr indispensable pour assurer, via l'alimentation et des conditions de confort matériel adéquates,
l'état optimal de fonctionnement physique et mental de chaque citoyen en tant qu'entité corporelle, sachant que sitôt qu'une société humaine sera suffisamment développée pour libérer un minimum de temps via la partition-répartition biéconomique, ce mode de partage aboutira aux mêmes effets ci-dessus listés, dans la mesure où l'essentiel des progrès autorisés par les principes tempérants tient à l'apaisement des relations humaines et à l'optimisation de la répartition du temps, richesse en l'occurrence tout aussi essentielle que l'argent et les biens que celui-ci peut procurer. En réalité, la relativité culturelle et géographique des contenus possibles de la garantie citoyenne rendra le niveau de vie très secondaire par rapport aux bénéfices sociétaux d'un mode de vie devenu délodiste et biéconomique, et même les sociétés les plus pauvres en ressources pourront compenser ce handicap apparent via le partage équitable du temps et du travail, seule source authentique de richesse, à l'exemple des plus simples communautés vivant en osmose avec leur environnement, qui ont toujours le temps de chanter, jouer et danser. 4. Les consciences sexuelles individuelles et collectives. L'usage sexuel du corps humain et les multiples pratiques qui l'autorisent sont au cœur de débats éthiques constants à travers l'histoire, du fait même qu'il s'agit, sociétalement parlant, de la condition sine qua non de la survie de notre espèce à travers ses diverses communautés, et d'un point de vue purement individuel, de l'intimité la plus sensible de toute personne. Dans la perspective d'une réflexion à portée universelle, il est préférable d'éviter le moindre jugement partial et partiel pouvant dériver de culture ou de religion particulière, en essayant de réfléchir objectivement sur la base d'une réalité peu ou prou observable en tout lieu et en tout temps. En la matière, la sensibilité de chacun est sans aucun doute exacerbée par le côté secret ou tabou que suppose a priori le caractère intime du sexe, ce qui induit une pudeur légitime que les transgressions médiatiques et exhibitionnistes, humoristiques ou non, ne font après tout que confirmer. Le corps humain constitue, en principe, la propriété inaliénable de chacun, correspondant exactement à la frontière physique et palpable de toute personne, en tant que support charnel de l'âme, de l'esprit ou de la conscience pour le temps d'une vie terrestre, ce que corroborent les droits théoriquement reconnus depuis longtemps concernant l'intégrité physique de l'être humain, tel l'habeas corpus anglais, bien que ces droits soient encore loin d'être respectés, qu'il s'agisse d'esclavage ou de l'exploitation excessive et dès lors illégitime de toute main-d'œuvre dans des contextes socio-économiques de facto discriminants de par leur caractère inégalitaire. S'agissant de rapports physiques de nature peu ou prou sexuelle et du respect moral de chaque personne en tant qu'entité corporelle, force est de reconnaître simultanément la liberté individuelle et l'autonomie d'usage dudit corps selon le libre choix ou la volonté de la conscience qui l'anime, sauf à se contredire aussitôt, ce qui revient à affirmer que toute ingérence provenant de tiers visant à contraindre cette souveraineté corporelle s'avère objectivement illégitime, quels que soient les prétextes invoqués, dès lors que cela équivaut à une violence directe, depuis la manipulation psychologique de l'interdit jusqu'au viol de quelque obligation. D'où l'impérative nécessité du respect absolu du consentement de chacun, sitôt que deux personnes sont concernées. S'agissant de l'apparence du corps et de sa visibilité sociétale, les groupes humains ont tous établi des codes, à la fois vestimentaires et comportementaux, définissant une norme minimale de décence qui, bien que relative et donc très évolutive en fonction des cultures, semble être partagée par tous les membres d'une même société ou communauté. Par exemple, les adeptes du naturisme ne se dénudent que dans un contexte privé et seraient embarrassés, gênés par quelque pudeur, s'il leur arrivait d'être observés par tout un chacun en pleine rue piétonne et de façon isolée, ne serait-ce que parce que toute situation sociale impliquant deux ou plusieurs individualités, et a fortiori une foule anonyme, suppose un minimum de réciprocité, et ce, indépendamment des avantages pratiques d'une norme de bonnes mœurs, par ailleurs légalement imposée. Cela signifie qu'une forme minimale de bienséance visuelle constitue le corollaire de l'existence de tout regroupement, en tant que partage d'une identité élémentaire, elle-même fondée sur une utilité pratique, eu égard à l'environnement commun, géographique et climatique, par exemple. Le corps humain est le bastion matériel de la vie privée, et c'est à ce titre qu'il est logique d'en maîtriser l'apparence,
ne serait-ce que de façon minimale, tant pour s'exprimer au travers de ce qu'on en révèle, que pour protéger ce que l'on souhaite réserver à soi-même ou au plus intime de ses relations. Force est d'observer que, plus qu'aucune autre partie du corps humain, le sexe est devenu le trésor le plus précieux et le plus privatif de l'identité corporelle, ce que corroborent paradoxalement toutes les occasions d'exhibition ou de commentaires publics, à travers leurs effets trop lourdement comiques, car embarrassants, tant il est vrai que même une prostituée conserve sa pudeur en dépit des apparences. Il faut en déduire que la décence minimale conditionnant tout cadre de vie commun est objectivement compatible avec une totale liberté de mœurs à titre privé, en tant que base universelle de respect mutuel entre société et individus. Cela induit l'obligation légitime d'une conformité minimale de chaque citoyen concernant les normes éthiques du lieu et du moment dans l'espace public, dont le corollaire doit être la tolérance totale de la société quant à l'usage individuel du corps humain dans le cadre de la vie privée, ou la pratique discrète de mœurs sexuelles minoritaires, sous condition de limites légales, impliquant logiquement un consentement volontaire et mutuel, c'est-à-dire interdisant toute forme de violence, de domination ou d'exploitation. L'équilibre sociétal et individuel du domaine en question s'avère donc parfaitement accessible, à condition de redéfinir de façon légitime, c'est-à-dire majoritairement démocratique, les tenants et aboutissants d'une juste balance, associant de façon enfin complémentaire les besoins légitimes de l'individu et de la société, en fonction de l'évolution des mœurs, lesquelles sont toujours en relation dynamique de dépendance ou de rupture face aux données techniques, idéologiques, religieuses et philosophiques définissant un peuple. Quel que soit le contexte culturel et le niveau de développement sociétal, ce qui est légitimement autorisé ou interdit ne saurait donc l'être que démocratiquement et ne peut en aucun cas concerner le libre usage de son corps par chaque citoyen dans le cadre de sa vie privée, sous réserve du respect de la loi définissant la liberté et la responsabilité individuelle. Par exemple, un mari qui par la force abuse sexuellement de sa propre épouse fait preuve d'une violence illégitime équivalente à un viol, puisque la liberté et l'égalité supposent un consentement mutuel permanent, alors que toute pratique sexuelle, même ultra-minoritaire, impliquant deux, voire plusieurs adultes en tout point volontaires, ne saurait être légitimement prohibée tant que cela reste strictement confiné au contexte de la vie privée. Il s'agit là du seul équilibre universel susceptible de réconcilier les consciences sexuelles individuelles et collectives, indépendamment de tout jugement moral péremptoire. Ce point de vue pour le moins tempérant, à l'optique aussi neutre que possible, n'interdit aucunement l'existence nécessaire d'une morale républicaine, évoluant de facto grâce aux débats ou influences culturelles et cultuelles concourant aux devenirs sociétaux, mais permet au contraire de clarifier ce qui est légitime de façon à la fois humaniste et universelle, en incluant le rôle des diverses options morales présentes dans chaque société vivante. De cette façon, tout citoyen adulte devenu responsable peut contribuer à l'évolution des mœurs au travers de sa participation publique aux débats éthiques et aux décisions politiques, tout en profitant de son entière liberté sur le terrain de sa vie sexuelle privée. Cela revient à dire que les minorités comportementales doivent se plier aux exigences de la majorité dans chaque situation, incluant la liberté d'autrui, donc en respectant la volonté du moindre partenaire, y compris en contexte conjugal, tandis que par une réciprocité logique, la majorité et ses lois doivent respecter la liberté des mœurs sexuelles minoritaires, sitôt que ces dernières s'avèrent librement consenties par les intéressés, dans un cadre strictement privé. La frontière entre ces deux exigences est forcément ténue, voire passablement élastique, sachant que l'essentiel est de s'assurer que les mêmes droits et devoirs s'appliquent à tous, ce qui suppose à terme une forme de retenue justifiée par l'aspect intime de tout ce qui concerne le sexe, et a fortiori le sentiment d'amour, ce dernier étant par définition d'autant plus fort qu'il est exclusif. Par exemple, de même qu'il peut paraître bizarre et plus ou moins indécent de voir un couple hétérosexuel s'étreindre sans vergogne dans un lieu public à coups de French kiss, il s'avère inévitable, et au demeurant tout à fait compréhensible, que la démonstration comportementale de mœurs sexuelles très minoritaires, dans le même contexte,
s'attire le voyeurisme interloqué de citoyens qui se comportent plus discrètement via leurs propres habitudes sexuelles majoritaires. La sensation de discrimination alors ressentie n'est que le résultat d'un manque de discrétion minimale, s'agissant encore une fois de la dimension la plus intime et privée de la liberté corporelle, ce qui relève parfois d'une distraction involontaire et irrépressible, mais aussi très souvent d'une volonté d'affichage passablement provocatrice. Force est d'en conclure ici que l'extériorisation délibérée de valeurs et pratiques physiques qui relèvent de l'intimité sexuelle n'est donc pas souhaitable en contexte public, sauf sous forme éventuelle de création artistique et dès lors fictive, et sur des espaces spécifiques plus ou moins privatisés pour l'occasion. 5. Critères de légitimité des pratiques sexuelles. La réalité historique témoigne de la coexistence, clandestine ou non, de maintes formes de pratiques sexuelles ou parasexuelles, le plus souvent dictées par des us et coutumes d'ordre éthique ou religieux, mais aussi parfois dues à une proportion incompressible de variants naturels qui n'ont rien de déviant, sachant pour autant que dans les deux cas, il est possible de discerner ce qui est légitime ou non, et dès lors respectable ou non, du point de vue des valeurs universelles. À titre d'exemple déjà mentionné, l'homosexualité a toujours existé de façon nécessairement minoritaire, sur la base de ressentis spontanés, constants et très précoces chez certaines personnes qui peuvent être naturellement ambivalentes sur le plan sexuel, à plus forte raison lorsque leur corps lui-même se développe de façon physiquement indécise ou atypique, comme dans le cas de la transsexualité. Ainsi, pour des raisons psychophysiologiques en particulier, les pratiques sexuelles et les affinités sentimentales qui les sous-tendent en principe se verront inversées par rapport à la norme, dans le sens statistique et naturel du terme. La légitimité des options de vie correspondantes ne saurait être remise en cause, selon les remarques développées plus haut, dans le respect total et la discrétion mutuelle que suppose toute cohabitation sociétale. Mais de très diverses pratiques n'ayant rien de commun avec ces exceptions naturelles sont également observables à toute époque et en tout lieu, s'agissant de comportements sexuels en tant que relations peu ou prou assimilables à de simples activités physiques ou sportives, véhiculant dès lors moult fantasmes et autres obsessions individuelles ou partagées, et répondant tantôt à un simple besoin de défoulement intense, tantôt à des déviances ou addictions plus ou moins pathologiques, pouvant dégénérer jusqu'aux pires formes de violence criminelle. Par exemple, bien qu'étant moralement peu prisée par la société dans son ensemble, la masturbation et l'usage des artifices techniques ou pornographiques des sex shops ne sont pas par principe condamnables, tant qu'il s'agit d'une sorte d'exutoire privé, occasionnel et maîtrisé, sachant que de telles pratiques révèlent en creux une solitude tant physique que psychique en la matière, avec un risque d'addiction pouvant induire une obsession qui ne saurait combler le vide existentiel correspondant, ni cicatriser les éventuelles blessures et frustrations passées ou présentes réclamant de tels artifices. La prostitution, moquée comme le plus vieux métier du monde, est également une donnée incontournable de l'histoire humaine, et la permanence de son utilité sociétale factuelle oblige ici à faire le tri entre ce qui relève de relations réciproquement volontaires, à titre privé, d'artisanat individuel, voire associé, et les réseaux d'exploitation en tout point criminel de l'esclavage sexuel. Certes, dans les deux cas, il est humainement dégradant que femmes et hommes se trouvent réduits à l'état d'objet au travers d'un commerce anormalement lucratif et plus ou moins clandestin, ce qui traduit d'une autre manière la même régression déshumanisante ou précarité psychique que la masturbation, l'érotisme obsessionnel, l'échangisme mondain ou le sadomasochisme, entre autres fuites inconscientes aussi vaines qu'auto-addictives. Mais la frontière à définir est des plus aléatoires, à plus forte raison sachant que nombre de relations de couple se détruisent et se construisent parfois sur de tristes calculs d'intérêts financiers, d'ambition ou de notoriété, illustrant l'ambiguïté des relations interindividuelles en la matière, sur l'éventail des 50 nuances de rose d'un fondu enchaîné aussi subtil que les statuts de guides privés, hôtesses, call girl et autres escort girl ou boy. Le seul moyen efficace de trier à minima l'acceptable du préjudiciable, compte tenu de la permanence de telles pratiques sous couvert de clubs plus ou moins discrets, n'est pas de tout interdire hypocritement en bloc,
alors que l'on sait pertinemment que ce bas monde du sexe dégradant ne disparaîtra jamais totalement, tout comme n'importe quelle forme de délinquance, mais consiste à reconnaître et respecter la liberté légitime de ces mœurs individuelles, entre adultes totalement consentants, dans un contexte aussi privé que discret, tout en créant les conditions d'une vie sociétalement plus saine, propice à limiter ces pratiques pathologiques au strict minimum incompressible. Ainsi, la répression légale ne doit-elle concerner que ce qui est avéré comme abusif et violent à l'égard de la liberté individuelle propre à chaque citoyen adulte ou non, quelle que soit la pratique aussitôt devenue illégitime, avec la même sévérité que face aux pires crimes du viol, de l'inceste et de la pédophilie. À l'instar de ce qui s'observe s'agissant des drogues dures, ces dérives ultra-addictives ne devraient concerner qu'une infime proportion de chaque communauté nationale, et le surdéveloppement des mœurs et des marchés qui leur correspondent ne fait que mesurer l'effondrement d'une fausse pyramide sociétale via sa décadence culturelle, du point de vue de l'intégrité physique des citoyens ainsi autodétruits. Autant dire qu'il est vain de prétendre lutter contre la progression accélérée de ces cancers sociétaux sans s'attaquer aux causes surtout socio-économiques de ces formes de dépression suicidaire, pour pouvoir réduire à sa seule proportion incompressible et accidentelle la clientèle de ces marchés aussi nocifs que révélateurs, et traiter d'autant plus efficacement les cas résiduels inévitables, si nécessaire. 6. Sexe, morale collective et légitimité universelle. S'agissant des normes comportementales plus ou moins dictées sur la base de principes moraux, religieux ou philosophiques, il est tout aussi nécessaire de réfléchir posément, en essayant d'utiliser la raison humaine la plus universelle qui soit, pour se libérer autant que faire se peut des aspects abusifs de certaines injonctions autoritaires, décrétées par une forme de pouvoir illégitime ou minoritaire, y compris dans les contextes culturels et cultuels. Pour autant, il faut avoir conscience que l'évolution des mœurs, via leurs multiples obligations et autres interdits, résulte d'un mouvement perpétuel entre influence et contre-influence d'opinions et de comportements respectables, que ces derniers soient majoritaires ou minoritaires, dans la double et vitale mesure du respect de la liberté individuelle et de l'intégrité corporelle. Les références qui gouvernent l'éthique d'une société en la matière dérivent des fondations religieuses et ou philosophiques de la communauté en question, ce qui se traduit par des us et coutumes d'autant plus acceptés qu'ils s'avèrent transmis et perpétués par l'éducation, familiale et communautaire, si la société est globalement laïque, tout en régulant un minimum de bonnes mœurs, ou même publique, lorsque l'État est ouvertement théocratique. La religion, plus encore que le sérum philosophico-idéologique dans lequel baigne chaque société humaine, s'impose comme une toile de fond d'une influence primordiale en matière de définition morale des bonnes mœurs, et cela au point d'être toujours et encore présente en filigrane dans les principes humanistes, républicains et démocratiques, même s'agissant des sociétés les plus laïques et les moins pratiquantes, à l'instar de la France dans ses rapports avec le catholicisme. Il va de soi qu'un chapitre prochain ne sera pas de trop pour réfléchir sur la foi, la religion et la philosophie sous l'angle de l'évolution tempérante. Mais il faut ici se borner à considérer la validité des préceptes religieux qui concernent le bien-être physique et sa dimension d'équilibre mental, en essayant de définir ce qui est universellement validable, c'est-à-dire compatible avec les principes et autres valeurs de l'humanisme le plus démocratique, pour autant que cela soit possible. À l'inverse des observations précédentes concernant l'attention individuelle et sociétale au corps humain, aux soins qu'il requiert, aux usages sexuels qu'il suscite, comme aux pratiques sportives qui peuvent le surdévelopper, il semble que la plupart des religions fassent preuve d'un a priori négatif vis-à-vis du corps, et plus encore du sexe, dans une sorte de symétrie sclérosante et traumatisante face aux excès et dérives minoritaires constatés plus haut et si caractéristiques de notre histoire humaine. Tout en trahissant parfois nombre d'obsessions hypocrites et autres abus scandaleux qui sont contraires aux interdits proclamés, les principales religions pèchent par un certain degré de contradiction entre le tabou sexuel et l'injonction de croître et de multiplier, cette dernière dérivant à l'évidence d'une ambition plus temporelle que spirituelle. Cela dit, dans un légitime souci de pacifier la société
en la préservant de ses comportements sexuels les plus bestiaux ou nocifs du point de vue sanitaire, et en tant que toutes premières ébauches de constitution sociétale, les dogmes religieux se sont naturellement intéressés, outre au bien de l'âme, au corps humain qui la maintient en vie, ainsi qu'aux divers comportements sexuels que suppose la reproduction pérenne de ce dernier. Et il est parfaitement légitime que les institutions concernées participent encore aujourd'hui à tous les débats éthiques en la matière, y compris concernant, entre autres choses, les nouveaux enjeux et futures techniques de procréation, ou l'euthanasie, s'agissant de la fin de vie, dès lors que les religieux, en tant que citoyens comme les autres, ont droit à la même liberté d'expression. Dans une perspective universellement démocratique, toutes les opinions religieuses ou non concernant le corps et le sexe peuvent être entendues et doivent se confronter de façon pacifique et argumentée pour déterminer peu à peu, dans la pratique comme à travers la loi, une majorité d'us et coutumes physiques et sexuelles qui pour autant doit être totalement neutre et tolérante vis-à-vis des minorités quant aux droits et pratiques privées de ces dernières. Or, force est de constater que jusqu'à présent, ce n'est pas le cas de l'histoire humaine, faute de démocratie, et ce d'autant moins que les religions, dans leur quasi-totalité, sont des structures de pouvoir verticales, descendants et par définition théocratiques. Concernant le domaine du corps sexué, cela a donc abouti à un éventail d'obligations et d'interdits qui peuvent être compatibles ou non avec les valeurs et principes de l'émancipation individuelle et sociétale, et ce, à tel point que même la Révolution française et tous les régimes qui l'ont suivie se sont inspirés en grande partie des éléments philosophiques les plus positifs et les plus permanents de multiples influences religieuses. En gardant à l'esprit un point de vue humaniste et universaliste permettant de dépasser les frontières interreligieuses en la matière, il est possible et nécessaire de trier à minima les injonctions et interdits qui concernent le corps et ses usages, sur la base du respect de la liberté et de l'intégrité physique auquel chaque personne a droit, sachant que les évolutions culturelles ne sont que très relatives, même lorsqu'elles s'imposent de façon largement majoritaire, démocratiquement ou non. En s'adressant directement à la conscience via le principe d'un droit divin de définir le bien et le mal, chaque religion développe des rites initiatiques qui vont jusqu'à entamer et modifier l'intégrité physique des adeptes, comme c'est le cas de l'ascétisme, de l'autoflagellation, des tatouages, de la scarification, de l'implantation symbolique d'objets ou de bijoux, de la déformation volontaire de telle ou telle partie du corps, sans oublier l'excision et la circoncision. Pratiqués sur les plus jeunes en accord avec leurs parents, ces rites physiques sont de fait objectivement illégitimes vis-à-vis de ceux qui les subissent, s'agissant de personnes mineures qui ne choisissent pas librement ce parcours initiatique. Alors que tout adulte se prétend aux mêmes transformations corporelles de façon consciente et délibérée, rend aussitôt l'acte légitime en tant que pratique culturelle ou cultuelle volontaire, à condition de ne pas être psychologiquement manipulé par le biais de drogues spirituelles ou organiques aliénant la liberté de choix, comme ce peut être le cas dans certaines sectes soumises à quelques gourous. Dans la mesure où, en participant à l'éducation religieuse de leurs enfants, les parents s'arrogent culturellement le droit de décider pour leur progéniture, pour ce qu'ils considèrent être leur bien, ces rites illégitimes ne sont qu'historiquement justifiés, dans le temps comme dans l'espace géographique de la communauté considérée, attestant un niveau de développement forcément relatif, issu d'us et coutumes très souvent ancestraux, et situant la population concernée par rapport aux critères universels, physiques et moraux d'intégrité, d'autonomie et de liberté, attachés à la conscience corporelle de l'être humain. Sachant que le propre de toutes les religions trop hiérarchisées et insuffisamment philosophiques est de s'interdire d'évoluer, la stricte conservation de ces coutumes, que la continuation de l'histoire rend la plupart du temps inutile, injustifiée, voire parfaitement obsolète sur le plan sanitaire, emprisonne les fidèles dans une rigidité de plus en plus subie, aggravant d'autant un retard d'évolution vers les droits et besoins légitimes de tout être humain. De la même façon que certains tabous s'avèrent excessifs et sclérosants pour l'équilibre psychique de nombreux fidèles en matière sexuelle, ces multiples obligations d'intrusion dans l'intégrité physique resteront de fait illégitimes et assimilables à des violences rituelles aussi longtemps qu'elles s'appliqueront
aux enfants en lieu et place d'adultes éduqués et volontaires, rendus suffisamment conscients et consentants par le minimum de connaissances critiques, interreligieuses et laïques que doit offrir une éducation commune républicaine digne de ce nom. Si les rites initiatiques des diverses traditions plus ou moins religieuses étaient librement proposés à des adultes pleinement conscients de la multiplicité des autres cultures, il est à parier que ces derniers sauraient spontanément trier entre ce qui est acceptable et ce qui est excessif, ce qui donnerait l'occasion d'une évolution religieuse propre à conserver l'essentiel du message à transmettre et pérenniser une adhésion d'autant plus volontaire de la part de fidèles émancipés, tout en permettant aux éventuels rites et symboles de respecter enfin les valeurs universelles attachées au corps humain. Du point de vue collectif ou sociétal, la légalité des mœurs en matière de liberté, d'obligation ou d'interdit concernant le corps, ses usages et son apparence, y compris vestimentaire, ne peut donc devenir légitime qu'en respectant la liberté individuelle de suivre ou non des modes et codes culturels historiquement et géographiquement limités, du moins dans le cadre de la vie privée, et plus encore en s'interdisant toute atteinte au droit universel de l'intégrité physique individuelle, ce qui suppose un libre consentement à l'adoption des signes et symboles visuels que peut impliquer une tradition communautaire. La première condition fait référence aux mœurs collectives et à leur définition de la décence minimale, en contexte public, sachant ici que les contraintes afférentes sont constamment révélatrices du niveau de progression de la société en question, en termes de développement culturel ou de distance historique par rapport aux valeurs universelles de l'équilibre humaniste et démocratique. La tolérance des pratiques minoritaires, tout comme le respect de la liberté corporelle individuelle et de l'intégrité physique que cette dernière suppose, apparaissent ainsi comme des critères objectifs de développement, indépendamment de la légalité historique, même si cette dernière peut sembler majoritaire. C'est par exemple le cas du voile islamique, et plus encore de la burqa, qu'une femme musulmane peut très bien porter par adhésion sincère aux signes religieux de sa foi, non sans l'influence d'un puissant contexte sociétal, mais dont la plupart des femmes semblent bel et bien subir l'usage, sous la pression de leur mari, dans de nombreux pays officiellement musulmans, parmi maints autres interdits et obligations discriminatoires, car ne s'appliquant pas à tous les citoyens d'une même société. Or, si de telles situations sont possibles, c'est visiblement dû, comme pour la plupart des religions, à la domination sans partage de pouvoirs minoritaires masculins justifiant, via une religion transformée en idéologie, une inégalité de fait parmi bien d'autres. En l'absence de toute démocratie authentique, de tels abus de pouvoir n'ont hélas rien de très surprenant, tandis que leur finalité bassement matérielle et économique se fonde sur une forme de semi-esclavage, une réelle discrimination sexiste dont les majorités populaires souhaitent la plupart du temps se débarrasser sitôt qu'un pouvoir trop religieux s'impose en dictature de droit divin. Il se peut pour autant qu'un peuple indifféremment chrétien, juif, musulman, voire tout autre encore, soit majoritairement favorable à des pratiques peu ou prou discriminatoires envers les femmes ou n'importe quelle catégorie minoritaire ou non de citoyens, voire à des traditions imposant des interdits et autres obligations contraires à l'émancipation, à la liberté et à l'intégrité physique de tous et de chacun, sans que de tels choix en deviennent légitimes pour autant, dans la mesure où ces abus consentis, via un principe de servitude volontaire digne de la brillante description d'Étienne de la Boétie, reflètent un développement culturel très en deçà de l'émancipation universelle. Autrement dit, un manque de maturité sciemment entretenu par quelques manipulations psychiques sur fond de superstition ou de violence mentale, dont les effets sont en tout point équivalents à ceux de dangereuses propagandes idéologiques, ce qui peut aboutir, entre autres, aux aberrations masochistes de l'autoflagellation, du terrorisme suicidaire et autres sacrifices de kamikazes. La légitimité majoritaire est alors de nature historique, sans pour autant être objective, en raison d'une erreur collective allant à l'encontre de la vie, de son équilibre et de sa liberté, ce qui rend cet état culturel à coup sûr temporaire et prometteur de conflits d'évolution ou de futures crises de développement inéluctables pour cause d'injustice sociale ou d'impasse scientifique. Car dans ce cas, c'est la nature et le temps qui font très vite apparaître l'incohérence des mœurs sans cause.
En effet, même dans ces circonstances hélas assez fréquentes de majorité apparente, résultant d'une programmation mentale des peuples contre l'intérêt de leur propre émancipation, les citoyens se retrouvent de façon collective dans une situation comparable à celle des bons parents précités, mutilant leurs enfants sans l'accord possible de ceux-ci, au nom de traditions plus ou moins superstitieuses. La légalité paraît ici en tout point respectée, mais certes pas la légitimité totale, laquelle suppose le libre consentement d'une maturité de facto absente en cas de manipulation de masse. Ces fréquentes atteintes collectives à l'intégrité physique universelle sont dès lors objectivement révélatrices, pour l'entité sociétale en question, d'un retard d'évolution culturelle en direction des principes d'égalité, de liberté et par-dessus tout de justice en matière d'intégrité corporelle, ce qui s'accomplit et se pérennise soit sur la base d'une pseudo-éducation sclérosante ou aliénante, soit en interdisant la moindre éducation à tout ou partie de la population, afin de maintenir plus facilement les peuples en situation de dépendance infantilisante envers une forme ou une autre de dictature mentale en réalité minoritaire. En concordance logique avec un retard d'émancipation des consciences, l'acceptation majoritaire de pratiques, obligations ou interdits préjudiciables aux critères d'intégrité physique et mentale communs à tous les êtres humains va de pair avec l'absence de démocratie et d'éducation comparative minimale, bloquant ou usurpant l'évolution culturelle, à la façon du formidable pouvoir de l'Église catholique romaine au temps des sorcières et de l'Inquisition, ce qui est typiquement le cas des systèmes de pouvoir théocratiques et autres monarchies prétendument de droit divin. Seuls les choix d'adultes libres et conscients, en réalité tous pourvus d'un minimum de jugement critique par la simple raison humaine, sur la base d'une connaissance aussi ouverte que possible aux diverses religions en vigueur, peuvent aider à trier et relativiser la pertinence des rites corporels en fonction de leur respect des valeurs universelles touchant à la liberté et à l'intégrité physique. La morale attachée aux bonnes mœurs est donc relative selon le lieu et la culture de chaque communauté humaine, peuple ou nation, ce qui n'empêche pas de situer des degrés de développement différents par rapport aux valeurs universelles rappelées ci-dessus, indépendamment du respect le plus absolu de chaque forme culturelle ou tradition typique compatible avec lesdits principes. Par ailleurs, la rigidité intrinsèque de la plupart des religions gagnerait à s'assouplir, ne serait-ce que dans le dosage de certains rites corporels, à l'instar de la différence révélatrice observable entre les baptêmes catholiques et orthodoxes d'une commune religion chrétienne. Il n'est pas agressif de verser quelques centilitres d'eau bénite sur le front d'un nouveau-né, mais carrément traumatisant d'immerger intégralement ce dernier à plusieurs reprises, au risque de provoquer des morts par noyade, comme c'est hélas parfois le cas. Tout en se réservant ici pour un chapitre ultérieur de réflexion tempérante sur les religions, force est d'observer que leur importance s'avère souvent fondamentale, entre autres choses en matière de mœurs physiques, et qu'une société humaine suppose un minimum de valeurs morales universelles, ces dernières étant jusqu'à présent maladroitement approchées, sans nul doute en raison des abus de pouvoir historiquement minoritaires si typiques des époques prétempérantes, avec pour résultat, comme par hasard, l'extrémisme situationnel d'une lutte ouverte entre la pseudo-liberté de nombreuses dérives sexuelles et le pseudo-puritanisme des intégristes de tout poil, quelle que soit la religion concernée, sur un fond toujours glauque de sexisme et d'intolérance réciproque. Tandis que la double innovation délodiste et bi-économique ne pourra que susciter un équilibrage central et très largement majoritaire, induisant aussitôt des us et coutumes physiques et sexuelles aussi respectueux qu'épanouissants. 7. Vers une morale corporelle et des pratiques plus équilibrées. Ce qui caractérise les sociétés prétempérantes à la lumière des analyses qui précèdent, c'est avant tout le déséquilibre sous toutes ses formes, s'agissant ici de la santé et du bien-être du corps humain, de son usage au travers de la vie quotidienne, de son épanouissement sexuel, de ses éventuelles contraintes rituelles ou des pratiques sportives qui sont censées l'entretenir et le développer. Il suffit de quelques encablures de recul observateur pour reconnaître que les constituants destructeurs et traumatisants qui réduisent le bien-être tant corporel que physico-mental de l'écrasante majorité des humains sont directement liés aux conditions de vie sociétale dans leur dimension culturelle, en rapport toujours très étroit avec les trois autres faces pyramidales déjà explorées,
ce qui laisse supposer sans peine que l'adoption du délodisme bi-économique et de sa démocratie quadridimensionnelle autorisera des progrès sans précédent sur ce terrain concret, lesquels méritent d'être quelque peu développés en conclusion de ce chapitre, sans pour autant prétendre à l'exhaustivité. Tout déséquilibre sociétalement pathogène, ou à tout le moins symptomatique d'une forme ou une autre de décadence, se caractérise simultanément par l'excès de la forme et la dénaturation du contenu, à l'image d'un fruit blêt perdant en même temps son aspect, sa texture et son goût, jusqu'à devenir immangeable. S'agissant des humains en tant qu'individus et sociétés, une décadence systémique périodique apparaît chaque fois qu'un point de non-retour se trouve atteint, puis dépassé, que des proportions deviennent disproportions, ou que les effets positifs de la dynamique historique s'inversent en conséquences négatives qui garantissent la chute et sa gravité, à l'instar de la loi physique. On peut donc parler de décadence chaque fois que les plateaux de la balance que tout équilibre suppose s'éloignent et se contredisent bien au-delà de leur dynamique de complémentarité, transformant les us et coutumes en abus de plus en plus aliénants et autres caricatures comportementales propres à déshumaniser les individus, les groupes, puis l'entière société, par le biais d'addictions devenues pathologiques. La dénaturation affectant les tissus sociétaux contemporains, à l'image des déchirures béantes qui transforment les drapeaux nationaux en lambeaux d'unités fictives, doublées des inégalités entre pays riches et pauvres, offre le spectre complet des aberrations résultant de l'injustice monosystémique et de l'absence d'authentique démocratie, ce qui finit par transformer en drogue avilissante ou mortelle les actes les plus usuels impliquant la santé corporelle. C'est ainsi qu'en écho à la famine ou à la malnutrition des uns, la majorité des autres s'auto-détruit via le surpoids, alors que seule une société tempérante permettra aux individus comme aux groupes de maîtriser un nouvel équilibre alimentaire, par le biais du partage équitable d'un minimum de niveau de vie, et surtout d'un mode de vie apaisé offrant le temps et l'autonomie locale que toute renaissance territoriale suppose, outre le fait que les choix majoritaires sauront interdire l'empoisonnement industriel et limiter les importations au strict minimum nécessaire. À l'instar des excès concernant l'alcool, le tabac ou tant d'autres drogues encore plus rapidement destructrices pour l'équilibre de chacun, les abus alimentaires en tout genre trahissent un besoin de fuite vers l'impasse d'un non-sens physiologique absolu, pour ne pas dire un lent suicide, découlant directement des conditions de vie dégradées de la plupart des citoyens du monde, tant matériellement ou financièrement que sur les plans humains et psychologiques, puisque les classes supérieures se laissent pareillement attirer par toutes sortes de substituts factices au vrai bonheur, faute de trouver un digne sens à leur existence individuelle et sociale. Le bien-être physique et mental d'un nombre croissant de citoyens s'en trouve réduit d'autant et devient l'expression charnelle d'un corps social dénaturé, d'un léviathan pris de vertige, dont la tête a perdu le nord et dont les deux pieds se sont déconnectés du moindre bon sens terrestre, à travers les artifices d'une urbanisation excessive. S'agissant en particulier du corps humain et de son épanouissement souhaitable, la coquille sociétale se vide ainsi à la façon d'une baignoire dont tout le liquide vital disparaît, comme pour se perdre dans le tourbillon de son évacuation, tandis que l'eau sale d'une vie devenue minable accélère sa chute jusqu'aux égouts. Au fond, c'est la perte de sens, et avant tout de sens commun, qui suscite cette peur du vide chaque fois qu'une civilisation se meurt par la faute de ses propres contradictions, suscitant d'autant le besoin de se raccrocher à n'importe quoi, de se défouler dans l'excès, à l'image des partouzes dépravées des traders de Wall Street si bien décrites par le cinéma, ou même des orgies décadentes de l'Empire romain. De la même façon, les excès d'attention au corps, en comblant l'absence de bien-être par le besoin d'un mieux paraître à grands coups de surconsommation cosmétique ou vestimentaire, tout comme les abus de pratiques sportives, télédictées rendues souvent dangereuses par leur incompatibilité avec une alimentation déséquilibrée, et réduite à l'achat impulsif d'équipements et d'abonnements inutilisables faute de temps, sont autant de symptômes d'un dépassement superflu des conditions de l'équilibre corporel et physico-mental, le plus spontané et naturel, tel que la simple vie quotidienne devrait l'assurer. Certes, l'hygiène et les soins du corps, tout comme une pratique sportive minimale et modérée,
font partie des conditions d'optimisation d'un feel-good plus accompli, mais force est ici de constater qu'une tendance addictive virant à l'obsession d'un perfectionnisme par trop abusif, via des habitudes susceptibles de déséquilibrer les autres dimensions de la vie, révèle une forme de fuite impossible à travers la compensation jamais satisfaite d'une frustration touchant au mode de vie, au point de rendre quasiment pathologique tel ou tel type d'activité impliquant le corps. Aussi saine cette dernière soit-elle par ailleurs, puisque tout n'est en réalité qu'une question de dosage ou de proportion. S'agissant de sport, la vision du corps, au travers d'une forme de standardisation culturelle véhiculée par les leaders en la matière, via de nombreux médias et autres réseaux sociaux, se trouve dictée de fait par une minorité d'influenceurs socio-économiques développant toujours, plus encore que le dit corps, de tout nouveaux concepts qui deviennent aussitôt des créneaux commerciaux plus lucratifs les uns que les autres, récupérant ainsi les citoyens consommateurs les plus marginaux dans le même courant mercantile et libéral, tel un siphon interdisant la moindre échappatoire, pour finir par faire payer ce qui est naturellement gratuit. L'exemplarité des pros et autres spécialistes sportifs, dont les exploits en compétition font rêver les amateurs, non sans être parfois falsifiés par de subtils dopages qui font du tort à certaines disciplines, ne saurait en réalité concerner qu'une minorité d'adeptes amateurs déjà prédisposés, et sert surtout de support efficace au sponsoring publicitaire, au travers des contrats mirobolants du business sportif. Il n'y a là rien d'anormal, après tout, à condition qu'à l'instar de toute autre activité lucrative, la loi d'équilibre des 50% bruts de participation au minimum-opti maximum soit dûment prise en compte en tant que critère de calcul de la participation citoyenne de chacun. Toutes les attentions esthétiques et sportives attachées au bien-être corporel et physico-mental font donc partie intégrante de la moindre culture évoluée, en concomitance avec l'existence sociétale. Mais c'est en termes de proportion des besoins afférents et en fonction de la façon dont ils sont satisfaits, ou non, que peut s'apprécier l'équilibre culturel de chaque communauté en la matière, sachant qu'en deçà de cette limite évolutive, le corps humain et son bien-être ressenti souffrent d'un manque objectif de moyens d'émancipation optimale, tandis qu'au-delà, l'excès quantitatif de l'addiction, doublé d'une inévitable dénaturation psychique et physiologique via la dépendance, traduisent un gaspillage qui devient paradoxalement aussi nocif pour le corps que préjudiciable à la planète via la surconsommation. Or, dans ce domaine concret, faut-il le rappeler, seule une société devenue délodiste et bi-économique sera à même de désamorcer les excès, de tempérer spontanément les pratiques et autres consommations d'ordre esthétique, sportif et accessoirement vestimentaire, en promouvant la souveraineté corporelle et son intégrité physique via l'égalisation du temps partagé par la valeur minutaire et objective du minimum-opti maximum, indépendamment de tout l'argent et de toutes les richesses que chacun a la liberté d'en retirer, le cas échéant. Il en va de même concernant les pratiques et options sexuelles, majoritaires ou très minoritaires, dont on a déjà pu constater l'existence permanente et apprécier suffisamment la légitimité relative par rapport aux conditions universelles de justice, d'égalité et de liberté en matière d'intégrité corporelle, sachant que dans ce domaine précis, ce n'est pas la coexistence de ces multiples pratiques qui remet en cause l'équilibre sociétal, lequel abritera toujours des activités statistiquement normales, mais aussi des exceptions tout aussi légitimes, à la différence des excès dégradants, délinquants ou criminels qui remettent en cause l'intégrité et la liberté corporelle de leurs adeptes et éventuelles victimes. Par contre, on peut parler de décadence et de fin de civilisation ou d'ère historique, aussitôt que le paysage sociétal montre que ces mêmes tendances se déstabilisent, en disproportion tout aussi anormale que temporaire. Pour prendre un exemple analysé plus haut, l'homosexualité naturelle ne concerne physiologiquement et psychologiquement qu'une très petite minorité de citoyens, dont la proportion minimale n'a aucune raison de changer sensiblement ni brusquement, à l'instar du pourcentage habituel de gauchers par rapport aux droitiers, mais elle devient un révélateur sociétalement pathologique dès lors qu'elle se transforme en une mode exprimant une lassitude existentielle, ou un besoin de fuite associé à quelque mal-être identitaire, voire à une dégradation des relations entre les deux sexes, ou encore
Une vaine quête d'originalité dans un contexte urbain lassé de tout, une perte de repères et de sens poussant à une forme de défoulement dépourvu du moindre sentiment, tandis que sur un autre plan, l'accaparement minoritaire des médias et de la culture par la gente homosexuelle révèle de fait une disproportion abusive de pouvoir ou de représentation propre à encourager un doute identitaire chez les uns et les pires réactions homophobes chez certains autres. Ces dévoiements excessifs d'une homosexualité pourtant en tout point respectable sont ainsi typiques des fins de civilisation, nourrissant d'autant les réactions pudibondes de certaines autres minorités citoyennes dont l'intégrisme religieux prend prétexte pour devenir toujours plus agressif et régressif. Il en est de même concernant la transsexualité et les diverses variantes physiologiquement ou psychiquement justifiées, adoptant la discrétion privée qui conditionne le respect de leur légitimité, lorsque ces pratiques ou ressentis se popularisent exagérément sous l'effet d'une forme de publicité systémiquement encouragée par quelque activisme minoritaire. Les autres pratiques sexuelles, assimilables à des dérives plus ou moins avilissantes telles que la prostitution, l'échangisme, voire les jeux pervers du sadomasochisme, ainsi que tous les crimes objectifs contre la liberté et l'intégrité individuelle tels que l'inceste, la pédophilie et bien sûr le viol, sont a fortiori représentatifs d'une décadence fatale à toute société civilisée dès lors que leur cancer comportemental se métastase en un nombre croissant de délinquants, de criminels et de sadiques. Plus ces formes de régression vers l'animalité se multiplient, plus la société considérée s'effondre sur elle-même, comme ce fut hélas le cas de la quasi-totalité des civilisations précédentes. Tout se passe comme si un vertige déshumanisant répondait à la perte de sens que les contradictions sociétales induisent au-delà d'un point précis de non-retour, comme si la société se suicidait moralement, en particulier par le haut et le bas, via la corruption comportementale des élites et la violence incontrôlable d'une base citoyenne par trop frustrée de ses droits légitimes, avant d'infecter jusqu'aux classes moyennes qui maintiennent l'édifice commun. Ainsi peut-on voir à quel point les implications psychologiques et morales des pratiques corporelles conditionnent et mesurent tout à la fois le degré d'humanisation des citoyens et de leur société en fonction directe de leur distance historique aux droits universels impliqués par le minimum d'intégrité physique commun à la totalité des terriens, quelle que soit la culture considérée, selon que les mœurs et traditions de cette dernière, en matière de santé physique globale, respectent plus ou moins les valeurs universelles du corps humain, sans oppression ni idolâtrie. Cela suppose autre chose qu'une pseudo-démocratie électorale et monosystémique dont les tares fondamentales font le lit de toutes les formes de violence imaginables, via une injustice croissante et la décadence des mœurs que celle-ci entraîne inexorablement. Ces déséquilibres périodiques, ces dépassements récurrents de proportionnalité et la tristesse pathétique que procure le corps humain que l'on réduit en objet ou en drogue vainement addictive sont autant d'excès trompeurs impuissants à combler le vide d'une absence de joie de vivre et de finalité positive, en se raccrochant aux bouées de plaisir tout aussi éphémères que discontinues, transformant l'existence de trop nombreux citoyens en une suite de fuites instantanées dans la solitude individualiste et l'impasse existentielle de célibataires urbains en quête de plan cul, entre autres addictions. Cela donne toute la démesure des échecs relationnels induits par le capitalisme mondialisé et l'inhumanité des priorités de son aveugle surcroissance, aux antipodes du progrès que l'évolution prochaine, délodiste, bi-économique et tempérante, fera enfin transparaître jusque dans l'émancipation et l'épanouissement corporel des citoyens de l'avenir. Chaque génération nouvelle améliorant la santé physico-mentale de la quasi-totalité de la population, en même temps que les prédispositions de l'humanité au bonheur de la paix. Juillet 2021.